des bons élèves, j'imagine. Excellent, tous la famille. Bon, parfait. Est-ce que vous connaissez un petit peu la littérature du XVIIe siècle? Oui, par cœur? Beaucoup? Pas tellement? C'est normal. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites au XVIIe siècle. Hein. Et si vous ajoutez tout ce qu'on a écrit sur ce qui a été écrit, ça fait vraiment beaucoup. Enfin bon, je crois que vous débutez vos études après la seconde, si je ne m'abuse. Vous êtes en compte, quelque chose comme ça, première? D'accord. Terminale aussi. Je suis très impressionné, là. Bon, c'est bien. Vous aimez la littérature dans l'ensemble? Oui, vous aimez bien? Non? Oui, plutôt. Bon. Allez. Je vais rebondir une seconde sur ce que, pour vous mettre un petit peu... on a quoi? On a une petite heure, un quart d'heure, une petite heure. Je vous poserai quelques questions dans le cours de la... non pas la conférence, ou pas une conférence, la petite causerie. Hein. Je vais rebondir sur quelque chose, sur 2 points de ce qu'a dit Agnès Lyon. Le premier, sur... elle parlait d'un livre qu'effectivement j'ai publié il y a 3-4 ans et qui s'appelait « Écrire pour quelqu'un ». Le thème, c'est la question de savoir, ça vaut déjà d'ailleurs pour le XVIIe siècle, d'une façon générale. Pourquoi on écrit ou pour qui on écrit? Bon, vous êtes encore un peu jeune, vous n'êtes pas encore tous écrivains, c'est dans la tête, mais peut-être que la question ne vous parle pas trop. Mais en tout cas, c'est important de savoir pour qui on écrit. Pour le XVIIe siècle, par exemple, je vais venir, il y a beaucoup d'écrivains qui écrivaient pour qui, à votre avis? Pour le roi. Hein? Pas seulement, naturellement, mais il y avait ça en vue. Vous voyez? Ça, c'est un premier point. Deuxième point que je vais souligner, puisque Agnès, vous avez parlé un peu de moi, il se trouve que, vu le sujet de la causerie, moi, je viens de la banlieue. Je ne dis pas des cités, hein, je dis de la banlieue. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en vérité, lorsqu'on vient de la banlieue, alors moi, je crois pas que c'est changé beaucoup, une banlieue assez lointaine, à 20-25 km d'ici à peu près. À l'origine, on n'est pas tellement poussé à s'intéresser particulièrement à la langue du XVIIe siècle. Tout ça pour vous dire qu'on peut avoir en soi-même, ce qui est mon cas, c'est pas seulement le mien d'ailleurs, on peut avoir en quelque sorte 2 langues françaises au moins en soi. 2. La langue de la banlieue, qui n'a rien à voir avec la langue du grand siècle, et puis la langue littéraire. Les 2 peuvent coexister. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs, alors après il faut savoir pourquoi on est passionné par la langue du grand siècle. Le grand siècle c'est le XVIIe. On peut se poser la question de savoir. Il est vrai que, comme vous l'avez noté, le dernier livre que j'ai publié c'était l'année dernière et ça s'appelait « Notre langue française ». Notre langue française. C'est-à-dire c'est la langue qu'avec moi vous parlez vous-même et que vous écrivez, à peu près en tout cas. Cette langue française, est-ce que de temps en temps, vous vous intéressez à elle? Est-ce que vous vous posez la question de savoir ce qui la constitue, quel est votre rapport à cette langue? Après tout, vous faites des dissertations ou des rédactions, je ne sais pas, sans doute. Vous lisez sans doute des livres également, j'espère. Est-ce qu'il y a des moments, où il n'est pas nécessairement le soir avant de s'endormir, ou en prenant sa douche le matin, ou en courant, mais est-ce que vous avez l'intérêt, parfois, à ce que vous posez la question de savoir quel est votre rapport à cette langue, dont je vous rappelle simplement que la langue que vous utilisez, c'est l'outil grâce auquel vous communiquez avec vos camarades, avec vos parents, avec tout le monde. Hein. C'est un outil de communication complètement fondamental. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont des vélos, des mobilettes, j'en sais rien. Bon, ben, quand ça marche mal, vous faites attention, vous portez attention à ce genre d'outils ou d'instruments. Et la langue est un instrument de communication extraordinairement fondamental. Est-ce que vous posez parfois des questions sur la langue que vous employez? Pas trop? C'est normal, hein, en tout cas, c'est normal qu'on ne s'y intéresse pas tellement à votre âge, quoique, au fond, quand vous faites des travaux en français, que ce d'ailleurs en histoire, ou dans d'autres matières, au fond, vous vous intéressez à votre langue, parce que j'imagine que vous n'écrivez pas n'importe quoi. Si? Ah bon? Non, vous n'écrivez pas n'importe quoi. Vous faites attention à ce que vous écrivez. Non seulement le fond,
Mais vous faites attention aussi à la forme que vous donnez, j'imagine. Oui ou non? Bon. C'est une façon de réfléchir à sa propre langue. C'est une façon d'entrer dans sa langue. Une façon d'apprendre naturellement à la maîtriser. Vous voyez? Alors je me dis ça pourquoi? Parce que donc ça veut dire que vous avez déjà un rapport à la langue. Mais la langue française telle qu'on la parle aujourd'hui, à votre avis, elle remonte à quel siècle? À votre avis? Est-ce qu'au Moyen-Âge, d'après ce que vous savez, est-ce que c'était la même langue que celle d'aujourd'hui? Non, c'était un peu différent, même pas mal différent. À votre avis, est-ce que, je ne sais pas si vous connaissez Rabelais, ça vous dit quelque chose? Oui? Est-ce que d'après vous, Rabelais, aujourd'hui, et la langue d'aujourd'hui, ce sont des langues qui sont proches l'une de l'autre? Pas tellement, hein, c'est un peu dur, Rabelais, quand même. Est-ce que vous connaissez, par exemple, est-ce que vous avez lu un peu Montaigne? Oui? Certains d'entre vous, en tout cas. D'après vous, entre Montaigne et nous, et notre langue, la langue de Montaigne et la nôtre, Montaigne, c'est à peu près quand, vous vous souvenez? 16e, dernière partie du deuxième partie du XVIe siècle. À votre avis, est-ce qu'il y a une grande distance entre la langue de Montaigne, des essais de Montaigne, et la nôtre? D'après vous? Oui? Vous avez déjà lu Montaigne un peu dans le texte, si j'ose dire? Dans le texte d'origine, je veux dire? Pas nécessairement. Généralement, quand on le lit aujourd'hui, en classe, ou même pour soi-même, chez soi, on le lit dans une version modernisée. Donc, Montaigne, c'est une langue proche, mais c'est une langue qui est quand même un petit peu, non pas étrangère du tout, je n'avais pas de lointaine, mais enfin quand même sensiblement différente de celle qu'on utilise aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà lu le Cid? Oui, des Corneilles. Bon. Est-ce que entre le Cid, vous savez à peu près à quelle époque ça a été écrit? 17e siècle. Il a été créé en 1635. 35-36. Si vous avez lu le Cid, si vous avez lu Corneille, est-ce que vous sentez entre la langue de Corneille et la nôtre une très grosse différence? Non. Vous le lisez sans grande peine. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en 50 ans, la langue française, à l'époque, a quand même très remarquablement évolué. Et est-ce que vous avez déjà lu, ou entendu, ou écouté, ou été voir au théâtre, Molière? Oui. Est-ce que vous comprenez facilement Molière? Bon, Molière, vous voyez, c'est à partir de 1660. C'est-à-dire, ça fait 25 ans, 30 ans après le Cid de Corneille. La langue a encore évolué. Hein? Est-ce que vous connaissez un peu Fénelon? Bon, est-ce que vous avez lu un peu Fénelon? Si vous lisez Fénelon, est-ce que vous avez, qui est encore un peu plus tardif, est-ce que vous avez du mal à le comprendre? La langue, je veux dire. Non. Ça dépend, bien sûr, mais enfin, grosso modo, on le lit et on le comprend sans difficulté majeure. Donc, ce que je suis en train de vous dire, naturellement, vous voyez, la littérature du XVIIe siècle, c'est la littérature d'une langue qui évolue et qui se rapproche, ce qui est très normal d'ailleurs, de la nôtre, mais une langue qui évolue quand même très nettement. Ça, c'est le premier point. Et vous voyez que quand on parle de la langue française telle qu'on la connaît, nous, c'est une langue telle qu'on la connaît en tout cas. Avant, il y a l'ancien français, bien sûr. Il y a le français de Rabelais, puis celui de Montaigne, mais enfin, la langue que vous comprenez, presque pas que vous parlez, que vous comprenez, c'est une langue qui est récente. Vous voyez, 17e, 18e, 19e, 20e, bon, elle a 4 siècles à peu près, même pas. Hein. C'est une langue qui demeure évidemment vivante, mais dont l'origine, si je puis dire, n'est pas très loin de nous. Et pourtant, il y a une grande évolution. Ça, c'est une idée à garder en tête. Et alors, je voudrais insister sur autre chose. Quand on parle de la langue du XVIIe siècle, quand on parle de la littérature du XVIIe siècle, il y a quelque chose qui aujourd'hui a tendance à se perdre, hélas. C'est la passion de la langue. C'est pour ça que je vous pose la question de savoir
Est-ce que parfois vous vous intéressez à... Est-ce que vous écoutez avec... Est-ce que quand vous écoutez un homme politique, par exemple, ou un gilet jaune, ou qui vous voudrez, aujourd'hui, ou un journaliste, est-ce que vous dites, ah, celui-là, il parle bien, ah, il est agréable à écouter? Pas tellement. C'est pas tellement fréquent. Il faut bien comprendre qu'au XVIIe siècle en particulier, c'est une langue, notre langue, est une langue qui est en train, pas exactement de naître, elle est déjà née, bien sûr, mais elle est dans sa toute jeunesse. Elle est dans sa jeunesse, elle est un peu comme vous. Un peu comme vous, au XVIIe siècle. Et c'est une langue, pour les gens qui écrivent à cette époque, c'est une langue qui les passionne. C'est-à-dire que c'est une langue qu'ils aiment. Et donc, c'est-à-dire que c'est une langue qu'ils travaillent. Et c'est une langue sur laquelle ils s'interrogent. Et ils s'interrogent passionnément. Ils débattent de cette langue. Vous voyez, la langue française à cette époque a un statut qui n'a pas complètement disparu, mais qui s'est très largement évanoui, à savoir, je parle pour les écrivains, c'est un outil, si j'ose dire, de travail. Une langue, c'est un outil de travail, a fortiori lorsqu'on est écrivain. C'est un outil de travail. Donc quand on est élève, pareil. Eh bien cet outil de travail, ce moyen de communication, pour les gens de l'époque du XVIIe, c'est un objet, si je puis dire, passionnant. Passionnant. Et alors, pour aller rapidement, si je fais un tour d'horizon, quand il est passionnant, je vais vous poser une question, jeune gens. Est-ce que vous avez un exemple, il y en a plusieurs, il y en a même pas mal, mais est-ce que vous auriez un exemple de cette passion, de cet intérêt porté à notre langue au XVIIe siècle? Un exemple très particulier. Allez-y. Si, là, c'est très bien, c'est une bonne réponse. Et ça, c'est Rivarol, ça vient un petit peu après. Hein, mais cela étant, ce que vous dites est tout à fait pertinent, parce que, même si c'est après, ça n'empêche que c'est ce même intérêt, cette même passion pour d'autres langues. Tout à fait. Hein. Mais au XVIIe siècle, il y a un événement, oui, la création de quelque chose, d'une institution. Bien sûr, absolument, très bien. Hein? Bravo, vous avez mis un bon point, une image. Hein? Vous êtes tout à fait une image, ouais. Et vous savez à peu près quand elle a été créée, l'Académie française? 1635. Très bien. Très bien. Je vois que j'ai affaire à de véritables érudits. Ça m'intimide. Hein? Non, c'est très bien, c'est très bien. Voilà. Calmez votre joie, on continue. Donc, l'Académie française a été créée, vous avez tout à fait très bien, en 1635. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qui est-ce qui a créé cette Académie française? Est-ce que vous savez? Allez-y. Si vous voulez, oui, qui veut. Très bien. Hein, le cardinal de Richelieu. Et le cardinal de Richelieu, c'était le premier ministre de quel roi? Louis XIII. Ah, vous êtes très très fort. Très très fort. Très bien. Et alors, est-ce que vous auriez une petite idée, est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait une remarque à faire sur, une idée, enfin une remarque à faire sur les raisons, disons les raisons, disons ça comme ça, que Richelieu, et Louis XIII derrière lui, mais Richelieu en particulier, a eu de créer l'Académie française? Pourquoi, à votre avis? Pour réguler le français? Oui, très bien. Hein, très bien. Pour réguler le français, pour parvenir aussi, vous le savez peut-être, la mission de l'Académie française, qui est toujours la sienne d'ailleurs. Vous savez qu'elle existe toujours, naturellement. La première mission, c'était de réguler, comme vous dites, de déterminer ce qui est correct et non correct, de faire aussi le récapitulatif des termes composant la langue française, et quelle est la manière de faire le meilleur récapitulatif d'une langue. En l'occurrence, c'est la mission de l'Académie française, c'est de faire un dictionnaire.
Très bien. Il y avait déjà des dictionnaires qui plus ou moins existaient, mais là, c'est le premier dictionnaire officiel. Une prise en main, vous voyez, par le pouvoir royal, très fort, de cet instrument de communication qu'est la langue. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il y a quelque chose que vous devez savoir, que vous savez peut-être, mais que vous ne devez pas oublier même en tant que futur citoyen. C'est qu'il y a un lien extrêmement puissant entre la construction de l'État en France, de la France. Un lien extrêmement fort entre la construction de la France et, d'autre part, le rapport à sa propre langue. Autrement dit, entre la France et la langue française, c'est un mariage des plus étroits. Et non seulement entre la France et la langue française, mais entre l'État et la langue française. Comme vous le savez, la France est un État qui est encore largement centralisé. Ça commence moins, ça commence même avant François Ier, XVIe siècle. Mais ça s'est renforcé. Et le grand constructeur, si je puis dire, de cette centralité de la France, c'est justement, comme par hasard, Richelieu. Ça, c'est une chose à garder en mémoire. Même pour vous-même, quand vous parlez, pas quand vous parlez à vos copains, mais si vous y réfléchissez de temps en temps, au lien très très fort entre l'État de notre pays, l'État, aujourd'hui représenté par qui l'État? C'est qui le chef de l'État? Emmanuel Macron, très bien. Hein, entre l'État, d'une part, d'autre part, la France, et, enfin, la langue qui a fait l'objet, beaucoup moins maintenant, mais a fait l'objet pendant des siècles d'une des plus grandes fiertés de notre pays. Actuellement, on vit une époque où les choses changent. Je pense que l'intérêt qu'on portait jusqu'à il n'y a pas si longtemps à la langue est en train de changer très largement. Mais bon, ça, vous verrez ça plus tard, vous serez... C'est un problème. Enfin, c'est un problème, non, c'est le même problème. Enfin, il y a quand même quelque chose qui change, de toute évidence. Alors, je vais vous poser une autre question, puisque je vois que vous êtes très fort en histoire. Vous êtes pas possible, hein, franchement. Je viens fait venir. Je vais vous poser une question très simple. À votre avis, non, pas à votre avis, qui a succédé à Louis XIII? Bravo, vous avez compris en plus. Très bien. Louis XIV. Est-ce que vous savez après quelle période Louis XIV? Très bien. Après ce qu'on appelle très bien la Fronde. Hein? Vous connaissez la Fronde? Ça vous dit quelque chose? Oui. Je vous rappelle très rapidement les choses, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez un mouvement qui s'étend jusqu'à peu près la moitié du XVIIe siècle, 1647-1648. La France est encore un État ou un pays qui n'est plus féodal, bien évidemment, mais il y a encore des provinces très puissantes, des pouvoirs régionaux, si vous voulez, encore des provinces extrêmement puissantes. Et il y a une lutte entre le pouvoir central, qui remonte cette lutte à pas mal de temps, hein, une lutte entre le pouvoir central et les grands chefs, si vous voulez, de ces régions. Par exemple, la Normandie, la Bourgogne. Et il y a, dans cet effort de centralisation de la part du pouvoir royal, il y a un moment, juste avant le moment de la Fronde, où il y a une guerre qui se déclare entre, si vous voulez, pour aller vite, les grands chefs des provinces, d'une part, et d'autre part, Louis XIII, non pas Louis XIII, la femme de Louis XIII, la mère de Louis XIV, je ne sais pas si vous connaissez ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Anne d'Autriche, tout ça, ça veut dire quelque chose? On ne rentre pas trop dans les détails. Bref, il y a la Fronde à la moitié du XVIIe siècle, et cette Fronde-là aboutit à partir de 1660 à peu près, pas à peu près, tout à fait, même en fait, au fait que Louis XIV devient le roi lui-même, prend le pouvoir personnel. Vous me suivez ou c'est confus? Non, ça va? Et Louis XIV, c'est à ça que je voulais en venir, notamment, Louis XIV, il a vécu la Fronde. Vous savez peut-être, il était un petit garçon à ce moment-là, et ça a été très dur, parce que c'était une guerre très dure, la Fronde. D'un côté, il y avait l'État, qui est le roi, enfin comment dirais-je? Oui, très bien, la régence d'Anne d'Autriche,
un monsieur qui était cardinal, qui s'appelait Mazarin, qui a défendu l'État contre les grands seigneurs des provinces. Bref, Louis XIV, enfant, lorsqu'il était petit donc, il a vécu la Fronde et ça a expliqué beaucoup de choses. Ça a expliqué beaucoup de choses. Je ne perds pas du tout de vue l'histoire de la littérature, hein, pas du tout, vous allez comprendre pourquoi. Ce qui explique, ce que je veux vous dire en tout cas, c'est que lorsque Louis XIV, en 1660, donc 10 ans après la fin de la Fronde, Louis XIV, qui est un jeune homme à l'époque, il a quel âge à peu près 22 ans. 22 ans. Il devient le roi, il est déjà le roi, mais il prend le pouvoir personnel, il ne veut plus de Premier ministre. C'est comme aujourd'hui si Macron disait Monsieur Philippe, je vous remplace et c'est moi qui règne tout seul. C'est ce qu'il fait, Louis XIV. Vous voyez, à la mort de son tuteur, si je puis dire Mazarin, il prend le pouvoir personnel, il s'installe sur le trône et il dit maintenant c'est moi le chef. Le seul. Plus de Premier ministre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va très très vite, bien sûr, d'abord pouvoir s'imposer. Il va continuer le travail déjà entrepris par Richelieu, à savoir de centralisation de la France, et également, à cet effet, pour réussir ça, il va inventer, ou il va développer des académies, sur le modèle de l'Académie française d'ailleurs. Il va donner donc au rayonnement de notre langue une puissance politique qu'elle n'avait jamais eue jusqu'alors. Le lien extrêmement étroit entre la puissance politique de la langue, française en l'occurrence, et d'autre part, entre la puissance politique, administrative, fiscale, etc., tout ça, dans les mains, si je puis dire, de Louis XIV, va être tenu extrêmement fort. Les deux vont devenir inséparables. Politique de la langue et politique nationale. Les deux. L'une repose sur l'autre. Et je vous dis ça parce que c'est très important. Parce que la littérature que vous connaissez du XVIIe siècle, c'est pas celle, sauf Corneille, c'est pas celle de la première moitié du XVIIe, c'est celle de la seconde moitié du XVIIe, c'est-à-dire celle du temps de Louis XIV. Et c'est-à-dire que c'est une littérature qui a une fonction politique, une fonction de beauté, une fonction de puissance, une fonction même d'adoration, si je puis dire, de la langue elle-même, qui doit être à la mesure du pouvoir, du rayonnement du roi Soleil. Vous voyez, la langue à ce moment-là, et donc les œuvres, la littérature à ce moment-là, c'est quelque chose, c'est un enjeu extrêmement important. Extrêmement important. C'est pas comme aujourd'hui, quand on lit un roman comme ça, qu'on va laisser dans le train. Vous voyez, c'est pas ce genre de négligence. Écrire à cette époque, être écrivain à cette époque, c'est une forme d'engagement très fort. C'est une fonction illustre. Et la preuve de ça, d'ailleurs, c'est une fonction aussi pour laquelle vous êtes, si vous êtes dans les papiers, dans les petits papiers de roi, vous êtes rétribué. Il y a ce qu'on appelle, il y a des pensions. Vous voyez? Donc, la fonction de l'écrivain à cette époque, ce qu'on appelle l'écrivain d'ailleurs, qui n'est pas comme aujourd'hui, il ne se pense pas tellement comme un artiste à l'époque. Il se pense plutôt comme un artisan à l'époque, l'écrivain. Et il est au service de lui-même, bien évidemment, au service de son libraire-éditeur, bien sûr, mais il est au service aussi de la langue, et derrière la langue, il est au service du roi. Et derrière le roi, il est au service de la France, et du peuple de France. Vous voyez un petit peu les enjeux? Donc quand on écrit, par exemple, si vous appelez Molière, ou si vous appelez Racine, lorsque vous faites une pièce de théâtre, ouais, c'est pas comme pour aller jouer, passer à la télé ou un truc comme ça, pas du tout. C'est que vous vous engagez auprès du roi, et d'une certaine façon, vous engagez le roi. D'une certaine façon, vous engagez et la langue et le pays, lui-même, et le roi. Vous voyez les enjeux? C'est pour ça qu'il y a des débats. Il y a des débats très, très, très importants autour de la littérature. Qu'est-ce que ça doit être? En quoi une langue est-elle excellente? Comment est-ce qu'une langue peut servir au mieux le roi? Quelle est la beauté d'une langue? C'est le concept, c'est l'idée qui se perd aujourd'hui, hélas, selon moi, de l'exigence. De l'exigence. Il faut que la langue tende vers la grandeur, vers la beauté. Vous voyez, c'est pas une mince affaire.
Et alors c'est pourquoi on dit « Ah, mais c'est extraordinaire, parce que la littérature au XVIIe siècle en France, c'est une grande littérature. » Bien sûr, c'est une grande littérature. Bien sûr. Elle se voulait-elle. Elle se voulait grande. Il fallait qu'elle le soit. C'était une langue, c'était une littérature qui avait une ambition absolument formidable. Formidable. C'est pas comme aujourd'hui, vous avez des milliers d'écrivains, etc. Bon, à l'époque, il n'y en a pas tellement, ça commence tout juste. Hein. Et quand vous commencez comme ça à vous impliquer dans le fait d'écrire, vous avez des responsabilités. Il y a, pour donner un exemple, aujourd'hui un auteur, je ne sais pas, quelqu'un comme Houellebecq, vous connaissez Houellebecq, vous entendez parler, on en parle tout le temps. Il tire à combien d'exemplaires à peu près? 300 000 en France. 300 000 exemplaires. Ce n'est pas celui qui tire le plus, mais 300 000 exemplaires. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de lecteurs. À l'époque, un livre qui a beaucoup de succès, c'est à peu près 10 000 exemplaires. C'est quand même beaucoup moins. C'est-à-dire que vous avez un public restreint. Mais par contre, vous avez un public extrêmement attentif, et je dirais même cultivé. Ça aussi, ça explique aussi, vous voyez, l'importance qu'on donne. C'est-à-dire, en fait, les élites locales, les élites de l'époque qui sont concernées par la littérature. Aujourd'hui, c'est le peuple dans son ensemble. À l'époque, c'est plutôt les classes dirigeantes, si vous voulez, pour l'élite. Bien. Alors, quels sont... donc, voilà le tableau général et global, vous voyez, pour très très vite tracer de la situation. Alors, bien sûr, maintenant, si on rentre un petit peu plus dans ce qu'est la littérature de l'époque, je vais vous poser une question, jeunes gens. Si vous connaissez un petit peu le théâtre, par exemple, de Corneille, et le Cid, par exemple, et si vous connaissez un petit peu le théâtre de Racine, est-ce que vous verriez une différence? Mais c'est un théâtre, ils ont une génération de différence. Hein. Est-ce que vous verriez entre le théâtre de l'un et le théâtre de l'autre, est-ce qu'il y a des différences? D'après vous? Oui? Quel genre de différence? Vous le sentez sans doute qu'il y en a, hein, si vous connaissez un peu. Oui, allez-y, allez-y. Bah, dans l'un, on retrouve le dilemme et dans l'autre, on retrouve la fatalité. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est vrai. Oui. Il y a un respect de la tradition qu'on retrouve chez Corneille, qu'on ne retrouve pas forcément chez Racine, en tout cas un peu moins. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Étant admis cependant, vous avez raison, étant admis cependant que Corneille réinvente complètement ou invente complètement le théâtre. Hein. Donc il y a une façon de tenir compte de la tradition, puis en même temps de la dépasser. Hein. Et Racine, curieusement, paradoxalement, il respecte beaucoup la tradition des anciens, et en même temps, il invente complètement quelque chose, à savoir ce qu'on appellera le théâtre, toute cette tendresse du théâtre, étant admis que le théâtre a une double vocation, double fonction. Est-ce que vous connaissez les fonctions du théâtre à l'époque? Oui, d'une façon générale, c'est vrai. Hein, c'est le caractère de la catharsis, la purification. On se purge de ses passions. Et sinon, ce qui caractérise, si vous voulez, oui, allez-y. Très bien. Plaire et instruire. Très important. C'est pas facile, hein, mais c'est le rôle du théâtre à l'époque. D'une façon qu'on retrouve encore chez Molière, d'ailleurs. Hein. Ce qui est moins vrai, en revanche, chez Corneille, c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle la morale du héros. Là, c'est un théâtre très politique, mais celui de Racine aussi, d'ailleurs. Mais chez Corneille, c'est évidemment politique, la morale du héros. Bon. Chez Racine, ce ne sera pas la morale du héros, c'est plutôt la morale de l'amoureux, la morale de l'amour. Hein, c'est la fatalité c'est vrai, et puis aussi c'est les tournois amoureux. Est-ce que vous connaissez des pièces de Racine sur le tournoi, enfin la plupart du son d'ailleurs. En remarque, très bien. Hein, très bien fait, en particulier. Très bien, très bien. J'ai apporté concernant Racine, ce qui me fait dire d'ailleurs, avant même, je voulais vous dire de quelques lignes qui vous seront utiles pour la suite de votre carrière d'élève et sans doute la suite de votre vie, jusqu'à la fin de vos jours, quelques lignes qui sont importantes de trouver, qu'on s'intéresse à la littérature, mais au cinéma aussi bien d'ailleurs, parce que je vais vous lire en quelques mots. Là, je parle de théâtre. Mais quand on parle de littérature au XVIIe siècle en particulier, est-ce qu'il n'y a que du théâtre? Bien sûr que non. Il y a quoi encore?
Il y a de la poésie, oui, qui est un peu particulière par rapport à ce qu'on verra ensuite, mais il y a de la poésie, vous avez raison. Très bien. Très bien. Excellente remarque. Le début, disons, du roman moderne. Je vous en dirai quelques petites choses ensuite. Très juste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on appelle la littérature aujourd'hui, d'ailleurs, de l'époque? Vous devriez le savoir, vu l'établissement dans lequel vous êtes. Hein? Les essais. Oui, les essais, ça existe aussi. Un exemple d'essai, c'est un particulier, mais